poursuivre notre discussion sur cette revue de fin d'année, donc l'année 2015, telle que vue par Carl Simard de GPS Médicis. On a vu quelques éléments qui ont soulevé, en tout cas qui ont posé de nombreuses interrogations avec la Réserve fédérale américaine, la baisse surprise des taux d'intérêt au Canada. Mais il y a deux éléments qui ont joué très certainement contre le TSX à Toronto. C'est cette fameuse baisse des matières premières et aussi de l'énergie, donc du pétrole. Définitivement. Et ça a été occasionné probablement par le ralentissement de la croissance en Chine et également par le maintien de l'offre du pétrole par les pays d'Arabie Saoudite. Oui, effectivement. Puis il y a un autre événement qui avait causé beaucoup de confusion, là, c'est la crise grecque. On l'a oublié rapidement, celle-là. Exactement, la crise de la dette grecque. Quels sont les enjeux qui étaient soulevés justement par les gens? On voit là, on parle aveuglé par la volatilité à court terme. Bien, tous ces événements-là, d'année en année, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des turbulences sur les marchés boursiers. Puis cette turbulence-là inquiète les gens. Puis peuvent provoquer des émotions, finalement, chez les gens qui vont leur faire prendre de mauvaises décisions. Alors, nous, notre ouvrage, c'est effectivement de ramener de la perspective. Parce que ces gens-là, souvent, ont une fixation sur la volatilité à court terme. Puis finalement, si on écoutait souvent ces gens-là, on vendrait tout, puis on rachèterait, selon eux, au bon moment. Puis ça, on sait que ça ne fonctionne pas comme stratégie. Alors, il faut tout le temps se relever plutôt, puis d'avoir une perspective à très long terme sur les investissements. C'est pour ça qu'on parle de confusion sur la répartition d'actifs aussi, là? Hein, entre autres? Oui, parce que la politique de placement, c'est celle-là qui va permettre beaucoup l'allocation, finalement, la répartition d'actifs entre les revenus fixes et les actions, de vraiment permettre aux gens de se préserver ou de préserver le capital lors de décaissement. Okay. Mais il y a d'autres enjeux qui nous sont mentionnés souvent, comme par exemple, allez-vous investir dans les marchés canadiens plutôt qu'américains ou l'inverse? Aujourd'hui, nous autres, on trouve cette question-là complètement futile. Parce que si on achète Alimentation Couche-Tard qui est transigée sur la bourse canadienne, sur le TSX, est-ce que c'est vraiment une société canadienne? 80 ou peut-être même plus, 85 de son chiffre d'affaires aujourd'hui est à l'extérieur du Canada. Pas pour rien qu'ils diffusent leurs résultats financiers en dollars américains. Ben non, ce n'est pas pour rien, effectivement. Alors aujourd'hui, nous, on ne peut pas dire on va choisir un secteur. On va investir 20 de notre portefeuille sur le TSX, puis 80 Nous, on essaie de trouver les meilleures entreprises, peu importe s'ils sont échangés. Puis ça nous amène également une autre question, une autre fixation que les gens ont. Actuellement, le taux de change est évidemment très défavorable. Alors, lorsque les gens arrivent avec des dollars canadiens, ils se demandent tout le temps, allez-vous investir ou convertir mes dollars canadiens pour investir dans des titres qui s'échangent en dollars américains? Et la question est oui, parce qu'on ne peut pas se priver d'opportunités, même si le taux de change remontait. Puis qui est capable de prévoir que le taux de change va remonter? Parce qu'à long terme, si on investissait simplement que dans des titres qui s'échangent en dollars canadiens, on y perdrait beaucoup en rendement. Et c'est pour ça qu'effectivement, on va retrouver de meilleures opportunités en dollars américains. Une question qui est revenue souvent, est-ce que chez vous, vous êtes où vous pratiquez justement la protection du taux de change, qu'on appelle ce hedging? Non. Du tout? Non, parce qu'on n'est pas capable de prévoir. OK. Alors, si on essayait de prévoir, puis c'est hedgé, tout ça, en notre avis, on y perdrait au change. Nous, on n'aime pas Parce qu'il y a un coût à ça. Ben oui, il y a un coût définitivement. N'importe quel... Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. Puis l'autre aussi, là, le dernier point, là, ça c'est extrêmement important, je trouve, prédiction sur les rendements futurs. Ah oui, les clients vont arriver, souvent, ils vont dire quel va être le rendement que vous allez avoir l'année prochaine. On n'est pas capable, on est incapable. La seule chose qu'on est capable de prévoir, c'est à long terme, en investissant dans les actions, on devrait s'attendre à avoir un rendement de 8 à 9 après frais de gestion par année. Mais quand est-ce qu'on va l'avoir? C'est une année prochaine, l'année d'après, je ne le sais pas. C'est qu'en moyenne, sur 5 ans à 10 ans, c'est le rendement. Dans des entreprises qu'on pense que le potentiel de croissance et de leur profitabilité va nous permettre d'avoir un rendement même supérieur à 8-9 peut-être entre 10, 12, 13 Est-ce qu'on trouve autant d'aubaines qu'on en trouvait avant? C'est non. Mais on réussit quand même à trouver de bonnes entreprises qui peuvent nous rapporter à moyen long terme, à moindre risque, du 8 à 9 et probablement du 10 à 12 Bon, la réponse à tous ces enjeux, c'est quoi de votre part?
c'est tout le temps ramener les investisseurs à une perspective à long terme. Et que la volatilité, finalement, lorsqu'on y pense vraiment, n'est pas un risque, un véritable risque d'investissement à long terme. Okay? Et deuxième des choses, c'est leur démontrer qu'on a une bonne maîtrise du contenu de leur portefeuille, que nos décisions sont prises sur des faits et non des impressions. On n'est pas des gérants d'estrade, on est vraiment des investisseurs. Notre argent est investi de la même façon que l'argent de nos clients. Bon, alors l'horizon de placement, la justification du contenu du portefeuille aussi, c'est quoi? Effectivement, comme par exemple, des autres éléments, c'est avouer nos erreurs. Parce qu'on n'est pas parfait à 100 %, c'est impossible lorsqu'on prend des investissements. Et lorsqu'on révèle nos erreurs à nos clients, on joue, je dirais, à livre ouvert. Ça nous permet d'avoir plus la confiance de crédibilité et la confiance de nos clients. Bon, là, éviter les secteurs des profits sont imprévisibles. Exactement. Nous, là, ça, c'est le cas de Valeant. En 2013, c'est pas parce que Valeant n'avait pas un bon modèle d'affaires qu'on n'a pas investi, parce qu'on trouvait que c'était impossible à évaluer. Et on trouvait également que sa gouvernance était questionnable. Il y avait trop de balles, si on veut, en l'air. Alors, on n'était pas capable d'assembler tout ça et de mettre une valeur. Puis ce n'est pas le seul. Il arrive des cas, lorsqu'on n'est pas capable de l'évaluer, on aime mieux passer parce qu'on n'est pas capable de cerner les risques de l'entreprise. Et c'était le cas de Valeant. Et c'est le cas de l'investissement aussi dans les matières premières, également l'or. L'or, qui peut dire que l'or vaut 1200 $ ou 1300 $? Il n'y a personne qui est capable de le dire. Ça n'a aucune, en plus de ça, ça n'a aucune utilité. Bon. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce moment-là à notre client en disant, bon, ben je donne l'exemple du début des années 2000, tout le monde avait du Nortel. Si on n'avait pas de Nortel, souvent de fois même, il était incapable de parler aux clients. On a vu de la pression de la part des gestionnaires de portefeuille sur d'autres gestionnaires pour qu'il y ait du Nortel dans leur portefeuille. J'ai vu la même chose avec Valeant. Qu'est-ce qu'on répond à ce moment-là aux clients en leur disant, ben moi, là, c'est le valeur Valeant, je suis pas capable de mettre un prix là-dessus, donc moi, je passe tout droit. Tu as tellement raison, François. C'est tellement une bonne question. Pour Nortel, c'était relativement facile parce que ce n'était pas profitable. Un mois avant qu'il soit liquidé, il y avait des recommandations à 140 $ encore. Je sais, mais sur la base des profits. OK. Quand tu regardes la rentabilité, comme Enron en passant, c'était des rentabilités sur le capital. Et ici, nous avons informé tout le temps, nous, nos clients, que notre base de notre stratégie, c'est d'investir dans des compagnies qui sont profitables. Nortel aurait été facilement évitable. Mais il peut tout le temps avoir cependant des pressions de nos clients, surtout de l'institutionnel, qui ont une tendance à beaucoup vouloir suivre davantage les indices. Puis d'un autre côté, si on avait fait réaliser à nos clients à l'époque que Nortel représentait peut-être tu sais mieux que moi le chiffre, peut-être 20-25 % de l'indice. Il était à 30 % à l'époque. C'est pas des blagues, là. Il y avait 300 titres et juste Nortel, c'était à 30 % de l'indice. Ça veut dire que si Nortel ne faisait pas une bonne journée, TSX s'effondrait. Puis les gens qui mettent de la pression, des fois, ils réussissent. Ils peuvent réussir à nous convaincre, mais même si vous êtes vrai, achetez-le, mais vous allez synchroniser le marché, vous allez être capable de savoir le vendre. Et ça, c'est impossible. Non, OK. Alors, c'est donc, on revient donc à la dernière ligne, positionner le portefeuille vers les objectifs et les besoins du client. Donc, c'est là. Oui, parce que finalement, on ne gère pas de l'argent pour gérer de l'argent. On gère de l'argent pour, à un moment donné, être capable de permettre au client de subvenir à ses besoins, de décaisser. Alors, il faut tout le temps avoir des objectifs. Quels sont les objectifs du client? Quels sont les besoins du client? Pour toujours ramener, pour avoir la bonne répartition d'actifs, pour toujours ramener la gestion du portefeuille en fonction des objectifs et des besoins du client. Bon. Là, la première, Carl le sait de toute façon, je suis plus ou moins d'accord avec cette affirmation-là. Faire des prévisions économiques, c'est inutile. On a besoin de savoir ce qui se passe dans l'économie si on veut être capable d'investir comme il faut, non? Bon, nous, on a une stratégie d'investissement qui est micro. Qu'on appelle ça, on part des profits des sociétés, puis on fait nos choix en fonction de ça. On laisse les sociétés, fondamentalement, aller dans les marchés qui sont les plus payants, puis aller dans les secteurs. Puis on va avoir une indication également dans les secteurs qui sont les moins payants parce que comme on se base sur la profitabilité des sociétés, alors si les rendements sur le capital ne sont pas au rendez-vous, on n'investira pas dans ces entreprises. Mais on n'essaye pas, comme par exemple, qui aurait pu prédire, François, avoue-moi là, qui aurait pu prédire la chute du prix du pétrole? Personne. Bon. Qui aurait pu prédire
que le marché américain, finalement, allait monter de 25-30 l'année passée. Personne non plus. OK? Bon, Voilà. alors finalement, OK, c'est correct, je suis convaincu. c'est très difficile à prévoir. OK. Bon, ça ne veut pas dire, cependant, que dans notre arrière-plan, on ne tient pas compte de ces facteurs-là, parce que ces facteurs économiques-là, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, affectent le comportement de nos clients. On doit être capable quand même de répondre aux préoccupations de nos clients qui livrent les manchettes. Parce que cette fixation à court terme qu'on a là, sur la volatilité, ça provient beaucoup des manchettes des médias. C'est de notre faute. Je l'avais toujours dit. Bon. En partie. En partie. Bon, la prochaine, préfère investir dans les entreprises plutôt qu'à la bourse. Ça, je pense que c'est fondamental. Oui, c'est clair. Mais il y a des gens que la différence, c'est que investir dans la bourse, c'est comme par exemple les fonds négociés à la bourse ou un fonds commun qui est Action canadienne. Ça veut dire que si on achète ce fonds-là ou on achète ce fonds négocié à la bourse, on est en train de dire qu'on va investir dans la bourse canadienne. Oui, mais là, si une personne veut une répartition d'actifs plus facile à faire, là, je parle pas de la façon dont Médicis gère les portefeuilles, c'est pas de ça je parle. Non, c'est une question de fond, là. Une question de fond. Moi, je veux être diversifié dans l'économie canadienne dans un secteur particulier. Au lieu d'acheter des titres de façon individuelle, je vais prendre un fonds négocié en bourse, puis je viens de régler mon problème. Sauf que là, on ne fait pas de la gestion active trop, là. On ne fait pas de la gestion active, puis quel fonds que vous allez choisir parmi les 2000 fonds qui existent, même dans les fonds négociés à la bourse, il y en a 2000. Là. Oui, oui. OK? Puis quel fonds de commun que vous allez choisir parmi... Puis le problème également qui survient, parce qu'à moyen et long terme, je pense que ça tient la route d'investir dans un fonds négocié à la bourse, mettons le Standard & Poor's 500. OK? Mais à la moindre turbulence, OK? Puis mettons, vous avez 500 000, vous êtes pleinement diversifié, vous avez un fonds Standard & Poor's 500, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir synchroniser le marché. Parce que vous n'êtes pas capable de mettre une valeur sur le fonds. Vous n'avez pas de repères économiques. C'est les repères économiques qui nous permettent de garder le cap. OK. Quand on parle de vrais risques d'investissement sur le rendement, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? On veut dire les vrais risques d'investissement, c'est les risques de perdre de l'argent de manière totale, de manière définitive sur un investissement. Alors finalement, c'est le risque de changement de paradigme, le risque technologique, le risque de liquidité, le risque de crédit d'une société. Est-ce que la société est abattable? L'autre fois, on a fait une présentation sur Costco. Oui. On n'est pas mal sûr, Costco, que ça va exister encore dans 5 ans. Tu sais? Probablement que ça ne se fera pas attaquer par un changement de paradigme qui serait introduit par Internet, par exemple. Alors, c'est ça qui nous permet de dire, nous, on préfère investir dans des entreprises. Puis, à long terme, également, la volatilité n'est pas réellement un risque, parce que c'est la volatilité qui est à court terme. Tu sais, on se préoccupe-tu du 1 ou 2 Bien, justement, je suis allé chercher le titre de Costco. Oui. Puis on va le voir sur la dernière année. Comment le titre a été quand même volatile dans les premiers 8 mois, avec une pointe au creux en bas de 120 $. Et par la suite, si tout le monde s'était mis à vendre cette journée-là, parce qu'on commence à paniquer, là, parce que le titre a quand même perdu près de 30 $ dans la même journée, là, alors on aurait perdu tout le rendement futur. Donc, c'est ça la volatilité qu'il faut éviter. Exactement, exactement. Puis lorsqu'on ne connaît pas la valeur de Costco, qu'est-ce qui va arriver à la première chute? Comme par exemple, le titre a perdu, je pense, là, à l'annonce de ses résultats dernièrement, il a perdu, je pense, 5 à 6 Oui. Carl Simard, c'est déjà terminé. Permettez-moi de vous dire merci beaucoup pour cette belle année qu'on a passée ensemble. Puis on vous souhaite une bonne période du temps des fêtes. Demain, Elisabeth Préfontaine.